On démarre avec une table ronde où on va faire un tour d'horizon sur ces questions de changement climatique et perspectives. Entreprise, on a entendu à l'école. Bonjour Raphaël, tu vas bien? On va accueillir directement aussi Claire Tutenuy, qui est la déléguée générale d'EPE. Alors, sachez que chez E5T, on ne donne pas les biographies parce qu'elles figurent de façon extensive dans le livre des biographies ou sur le site. Donc, n'hésitez pas à consulter les biographies de chacun. Elisa Madavi, qui est la nouvelle directrice RSE d'Enedis. On va accueillir également Catherine Leboul-Proust, qui est la directrice de la stratégie chez GRDF. Bonjour Catherine, bonjour Elisa. Bettina Laville. Alors, chaque fois, Bettina Laville m'en veut, mais je rappelle qu'elle est la personne qui a assisté à toutes les COP. Donc, c'est extrêmement important d'avoir aussi son avis. Et puis, on va avoir avec nous par visio Stéphane Stoll, qui est le vice-président exécutif d'Equans, ex-Bouygues, qu'on va peut-être avoir en ligne. Stéphane, bonjour Stéphane. On sait que vous êtes retenu à Paris, bien malgré vous, mais on est heureux de vous avoir avec nous à l'écran. Donc, oui, bonjour. Donc, vous avez entendu cette étude. On va peut-être, Raphaël, qui est économiste, puisque cette table représente à la fois des grandes entreprises, vous avez vu qu'elles sont toutes bien représentées, proches de l'énergie pour Enedis et GRDF, et puis les pouvoirs publics, dont une grande représentative, parce qu'on tient à avoir des parties prenantes représentatives. Et notre Raphaël, qui est économiste, spécialiste de l'énergie. J'ai une petite pensée pour Eliane, qui est la femme de Jean-Marie Chevalier, puisque c'est avec Jean-Marie Chevalier qu'on a beaucoup travaillé sur ces universités dès le départ. Alors Raphaël, un petit peu, avant de passer la parole à nos autres invités, quel regard portes-tu sur la situation, sur le changement climatique et cette étude qu'on vient d'entendre ? Alors, merci Myriam, bonjour à toutes et à tous. Donc les 10 minutes, on les prend tout de suite ou c'est 2 fois 5 minutes ? 2 fois 5 minutes. Ok, donc il est 54-48, je démarre maintenant. Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas se tromper, il y a 2 voies qui sont des voies sans issue, c'est-à-dire qui sont des impasses. C'est la première, vous la connaissez bien, c'est celle d'une croissance exponentielle fondée sur le PIB, productiviste, avec le train fou du consumérisme et du productivisme. Et la deuxième, c'est celle de la décroissance, qui est l'autre voie sans issue. Alors pourquoi ? Alors je vais vous... avec une explication très rapide. On voit bien que la croissance économique aujourd'hui, ce n'est pas celle de la révolution industrielle. On voit bien que l'économie américaine aujourd'hui, ce n'est pas la même qu'il y a 15 ans. Ça veut dire donc que ceux qui vous parlent de décroissance, à mon sens, ont une petite erreur de compréhension sur la définition du concept de croissance. La croissance économique, ce n'est pas « je fais les mêmes investissements avec les mêmes technologies, mais à une échelle supérieure ». C'est utiliser d'autres technologies, d'autres investissements. Le problème, ce n'est pas de réduire l'industrie et de mettre la production à zéro, c'est de réduire l'intensité fossile de l'industrie. Le but, ce n'est pas d'arrêter le progrès technique, c'est de l'orienter vers les technologies vertes. Donc ça veut bien dire que l'idée de promouvoir la décroissance, non seulement elle n'est pas souhaitable, mais je me demande même si elle est possible. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait annuler à peu près tous les gains de revenus réels qui ont été cumulés depuis des décennies. Et ça voudrait dire qu'il faudrait dire aux pays... on va être dit émergents du Global Sud, bon bah vous la décroissance, ça va être à partir de maintenant, donc allez expliquer ça à l'Indonésie, au Brésil, à l'Afrique du Sud, alors qu'ils ne sont pas responsables des 85% d'utilisation du budget carbone, qui sont principalement dus à une responsabilité historique des pays de l'OCDE. Donc, première fausse bonne idée, oubliez cette histoire de décroissance. Et arrêtez de penser que c'est au gouvernement de réaliser, enfin au gouvernement au pluriel, notamment européen, de tout faire, parce que quand vous regardez les niveaux d'endettement en Europe, notamment en France, on est à plus de 110% du PIB, ce n'est pas le gouvernement qui va réussir à assurer la transition écologique. Alors il y a une concurrence qui est mondiale entre, effectivement, Myriam, tu l'as dit, la Chine, les États-Unis et l'Europe est bloquée entre 2 blocs protectionnistes et très offensifs. D'un côté, le plan Biden aux États-Unis avec l'Inflation Reduction Act, de près de 400 milliards de dollars, et de l'autre côté la Chine, pays de tous les paradoxes, qui certes est le premier consommateur de charbon, mais qui met le paquet sur les énergies renouvelables, notamment les véhicules électriques. Ils sont sur les technologies actuelles,
Mais ils sont aussi très bien positionnés en R&D sur les technologies futures. Alors ils peuvent se le permettre, ils ont un marché tellement important qu'ils peuvent amortir les dépenses de R&D. Pendant ce temps-là, en Europe, qu'est-ce qu'on fait? En Europe, on semble confondre deux questions. Celle de réduire la dépendance à l'égard des hydrocarbures russes et celle de décarboner l'économie au sens large. Il ne faut pas substituer une dépendance à une autre. Si vous substituez la dépendance aux hydrocarbures russes par la dépendance au GNL américain, sans réfléchir, qui provient du gaz de schiste, aux implications environnementales et aux implications diplomatiques, ça va poser problème. Et vous ne pourrez pas dire après à des pays qui ne pourront plus acheter de GNL puisqu'il coûte trop cher, notamment le Pakistan, pourquoi vous retournez au charbon. Donc je pense qu'il faut réfléchir quand on prend une décision. Alors il y a toujours un thème à la mode, c'est d'avoir une vision systémique. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est important, quand il y a une décision qui est prise en termes de décarbonation, de faire ce qu'il faut. Et le problème de l'Europe, c'est non seulement il n'y a pas de stratégie collective, mais en plus il y a des décisions, alors vous me direz ce que vous en pensez, comme interdire les véhicules électriques à partir de 2035, thermiques, pardon, à partir de 2035, ça pose un problème. La vente, pardon, je vous remercie, de véhicules électriques à partir de 2035, c'est à cause du temps qui me reste que je vais trop vite. Ne te stresse pas. Ouais, c'est à cause de Denis, ça. Et donc, ce qui signifie qu'on ouvre la voie à l'industrie chinoise, finalement, puisqu'on n'en est pas capable actuellement. La Chine maîtrise 80% de la chaîne de valeur du véhicule électrique et contrôle aussi les minerais. Elle peut jouer sur les prix à la hausse ou à la baisse en fonction de ses intérêts. Donc ça veut dire que face à ça, si on n'est pas capable d'avoir une planification industrielle, une planification écologique et une planification énergétique au niveau européen, on ne va pas y arriver. Et on aura une économie européenne, certes décarbonée, mais sans industrie compétitive, sans souveraineté et sans sécurité d'approvisionnement. Et ce que je dis est aussi vrai pour la France. Ce n'est pas en nationalisant EDF qu'on va y arriver. Il faut un véritable État stratège qui nationalise EDF, certes, mais qui a une planification et une vision pour sortir EDF de ses difficultés industrielles et financières. Je vous remercie. Je crois que c'est très clair. Merci Raphaël. D'ailleurs, j'ai été un peu alertée par... On a parlé de l'éducation, on a parlé des médias. Le rôle des médias, alors on dit est-ce que c'est assez, trop peu, mais est-ce que c'est aussi les bons messages? Parce que quand je vois le jet privé, je ne rentre pas dans le débat d'être pour ou contre, hein, je pense qu'il y a des symboles, c'est évident, mais je ne suis pas sûre que ça règle fondamentalement non plus le problème du changement climatique. Alors Claire, on est ravis de te retrouver. Claire, alors chez EPE, Entreprise pour l'environnement, quand on parle de ces sujets, où êtes-vous aujourd'hui? On est très clairement une association de plus de 60 grandes entreprises, donc on est dans la case grandes entreprises, mais engagées sur les questions d'environnement. Et le rôle d'EPE, qui est une association, c'est d'animer une réflexion collective d'accélération de la transition sur le climat, mais aussi sur la biodiversité, la santé et les ressources. Et on s'est à ce sujet doté de l'année dernière d'une nouvelle raison d'être, qui est essayer de susciter, de concevoir et développer un développement, un mode de vie compatible avec les limites de la planète, mais néanmoins désirable. Et évidemment compatible avec la croissance économique, puisqu'on est une association de grandes entreprises. Vous imaginez bien qu'on est pour la croissance et qu'on ne conçoit pas un monde sans croissance économique, sans prospérité, mais en revanche avec une limite physique, à la fois sur l'atmosphère. Aujourd'hui, ce n'est pas les ressources pétrolières, mais c'est la capacité d'absorption de l'atmosphère avec le climat, et également avec des limites dans les ressources renouvelables. Les forêts ne poussent pas plus vite que ce qu'elles peuvent pousser, même avec du CO2, les poissons, etc. Donc on a des limites, les terres sont limitées, et on a donc des limites physiques étroites dans lesquelles il faut arriver à faire rentrer un développement économique, une croissance de la valeur. On a fait des travaux sur le climat depuis très longtemps et je vais me concentrer sur un commentaire des résultats de Julie Gaillot parce que je les trouve passionnants et ils rejoignent des choses qu'on a vues depuis 2019 avec une étude sur comment faire la neutralité carbone de la France, étude qui disait finalement on a besoin de tout le monde. Les gouvernements, les grandes entreprises bien évidemment ont des quantités de rôles à jouer d'innovation, de financement, d'emploi, etc., de transition, de changement de leurs produits, de publicité. Mais les consommateurs ont un rôle à jouer et on ne pourra pas le faire sans eux. Et ça m'amène au commentaire que je voulais faire, c'est qu'effectivement, enfin, ça y est, si je puis dire. D'une part, les Français sont, alors je vais me limiter à la France, même si on travaille à des niveaux autres, les Français sont conscients. Il a fallu plusieurs années de canicule, mais là, ils ont quand même compris que le changement climatique était un sujet grave, et la biodiversité aussi. Ils ont aussi compris, le 47%
estime que les citoyens doivent agir est presque la bonne surprise de la journée, parce que jusqu'à présent, c'était oui, c'est les entreprises et les grandes entreprises, ça on le sait, et les gouvernements, et ils voudraient que la transition soit d'une certaine façon transparente. Et donc le 47% est extrêmement important, parce qu'ils ont compris qu'ils avaient à y faire quelque chose eux-mêmes. Alors il y a des conditions, notamment sur le prix. 75% prêts à changer radicalement leur comportement, tout dépend de ce qu'on appelle radical, mais c'est quand même aussi, même en déclaratif, quelque chose, une acceptation, un acquiescement à l'action des citoyens qui nous paraît extrêmement important, parce qu'on est toujours sur ce sujet qu'il faut arriver à le faire ensemble, mais évidemment arriver à le faire avec un coût pas trop élevé, et c'est là que le bât blesse, parce que chacun sait que, quelles que soient les innovations technologiques, il n'y aura pas de transition et de décarbonation s'il n'y a pas un prix de l'énergie élevé, un prix du carbone élevé ou de l'énergie carbonée particulièrement élevé. D'abord parce qu'il faut que les solutions vertes soient moins chères que les autres, alors que l'hydrogène vert, ce n'est pas demain la veille qui va être moins cher que l'hydrogène à partir de méthane. Donc il faut que ces solutions soient moins chères. Et ensuite parce qu'on a pas mal travaillé ces derniers temps sur quelque chose qui s'appelle l'effet rebond. Il y a un chercheur de l'IFPEN qui a publié des travaux là-dessus, Victor Cour, extrêmement intéressant, disant on sait bien que si les gens isolent leur maison, l'année d'après, ils montent un peu le chauffage. Mais ce n'est pas tout. L'année encore d'après, bon, il leur reste quelques économies, ils n'ont pas tout reconsommé en montant le chauffage ou la clim, mais ils ont changé de voiture ou ils ont été faire un voyage. À quoi utilisent-ils l'argent qu'ils économisent sur le chauffage ? Et ils économisent l'argent sur le reste de l'économie, et donc sur des activités tout aussi carbonées, ce qui fait que, quelle que soit l'efficacité énergétique, au bout de 4-5 ans, on a tout reconsommé. Donc c'est pour ça qu'on fait tous ces efforts et qu'on voit que les émissions françaises ne baissent pas vraiment. C'est qu'on rachète des bateaux pneumatiques, merci Monsieur Fontaine, avec 2 fois 300 chevaux, et ils consomment de l'essence, ceux-là. Enfin, du diesel sûrement. Donc on va un peu plus voyager, on part en week-end, on a donc le pouvoir d'achat crée des consommations carbonées. Et comment on fait pour que ce pouvoir d'achat dégagé par l'efficacité aille sur des consommations vertes, pas carbonées? Eh bien, on le fait simplement avec les consommations carbonées doivent être plus chères. Donc on sait mécaniquement, enfin tous les économistes le savent, que sans prix du carbone très élevé, et pas pour tout, pas que pour les industriels, pour tout, pour les consommateurs, on n'arrive pas à faire la décarbonation, mais le consommateur n'est pas encore prêt à accepter ça. Pourquoi ? Parce que la transition coûte cher. C'est dit d'ailleurs, c'est très intéressant, enfin, ça confirme énormément de mécanismes, ce sondage. Et donc on est aujourd'hui en train de travailler sur comment faire en sorte de capitaliser, de répondre à cette attente, à cette bonne volonté et à cette attente à l'égard des grandes entreprises, en essayant de fabriquer des solutions qui ne sont pas forcément innovantes technologiquement, mais qui vont être innovantes aussi en organisation. C'est compliqué, mais pour aider les salariés à faire leur propre transition écologique, pour trouver des solutions qui vont supposer que les collectivités locales, des entreprises et des associations arrivent à mettre ensemble un système qui va de recyclage. C'est compliqué. Donc on est sur des logiques beaucoup plus partenariales, beaucoup plus qui associent les différents acteurs, y compris les consommateurs, de façon à rendre la transition abordable et à anticiper des coûts de l'énergie élevés. À ce moment-là, on verra ce découplage qu'on cherche. Je crois que tu résumes très bien le paradoxe entre pouvoir d'achat et souci de l'environnement, qui est un vrai sujet. Alors, Elisa Madavi, donc, qui vient de la finance et qui est la directrice RSE d'Enedis. Enedis, première entreprise, si je ne me trompe, ne peut pas être passée parmi les énergéticiens entreprises à mission. Alors, chez vous, dans ce rapport un peu B2B, 2C de plus en plus, comment vous analysez ces questions? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire là-dessus? Alors bonjour à toutes et à tous, ravie d'être parmi vous pour la première fois, Myriam, pour échanger autour du climat, qui est un sujet de préoccupation majeure pour les Français, on vient de voir. Donc Enedis est le gestionnaire du réseau public de la distribution de l'électricité.
Nous gérons 1,4 million de kilomètres de lignes, le plus grand réseau en Europe, par lequel nous acheminons quotidiennement une électricité décarbonée à 37 millions de clients, 32 millions résidentiels, mais aussi les collectivités, les grands industriels, les professionnels, qui disposent et bénéficient d'un réseau performant, mais aussi disponible à 99,99% de temps. Et c'est important aussi, vous l'avez rappelé, nous sommes devenus une entreprise à mission depuis fin juin. Nous sommes la première entreprise du secteur de l'énergie à avoir fait ce pas, puisque, en tout cas, notre ambition est de souligner notre singularité et aussi, d'une certaine manière, d'affirmer nos engagements environnementaux et sociétaux au service de la société française. Nous vivons dans un pays qui a comme ambition et vise la neutralité carbone en 2050. Cela se passe et va se passer naturellement par plus d'électrification, parce qu'aujourd'hui, la consommation finale de l'électricité dans la consommation totale de l'énergie, c'est un quart, et on doit être en 2050 à plus de 55%. Donc plus d'électrification, plus de production décarbonée, notamment à base des énergies renouvelables. Et Enedis est l'entreprise qui va offrir en fait les infrastructures nécessaires, qui offre déjà, mais on va devoir s'accélérer, pour que tout cela devienne possible. Parce que d'une part, raccorder ces nouvelles installations d'énergie renouvelable au réseau d'électricité, et puis après, apporter cette électricité aux consommateurs finaux qui ont des nouveaux usages et qui de même ont des nouvelles attentes par rapport à Enedis, comme celle de recharger leur voiture électrique. C'est une borne qui est raccordée au réseau, comme celle de à la fois devenir producteur et consommateur. Autoconsommation, on vient de voir les chiffres sont vertigineux, connaît un bond de 77% par rapport entre 2022 et 2023. En Charente-Maritime, on en compte plus de 6400 autoconsommateurs individuels, la quasi-totalité en photovoltaïque, et puis une attente grandissante qu'on voit pour les accompagner vers la sobriété. Alors évidemment, il y a une envie de prendre part à la transition écologique, mais n'oublions pas, la première aussi préoccupation, c'est aussi le pouvoir d'achat. On l'a vu tout à l'heure dans ce sondage. Et donc, quelque part, c'est l'année 2022, on a été dans une sobriété plutôt urgente, une sobriété de crise, et on voit aujourd'hui que la tendance continue parce que les Françaises et les Français ont peut-être compris que la fée électricité, on l'appelle, on appuie sur un bouton, on ne se pose pas de questions, c'est pas si simple que ça. Et que quelque part, l'électricité est redevenue finalement le bien essentiel qu'on oubliait qu'elle était. Et elle pouvait coûter cher, on pouvait en manquer. Enedis a joué un rôle clé dans l'épisode dit de passage de l'hiver. Et donc tout ça nous ramène vers nous incite à accompagner les consommateurs dans une sobriété grâce aux compteurs intelligents que nous avons mis en place. Aujourd'hui, il y a 35 millions de compteurs installés en France. Okay. Et ça permet de comprendre la structure des tarifs, la piloter et puis baisser la consommation. On peut baisser jusqu'à 10 à 12%. Et je terminerai par dire que dans un tout à fait un autre registre, les éclairages publics, on en a parlé dans les études. Aujourd'hui, on voit qu'entre 2023 et 2022 et 2023, il y a eu une baisse de 35% sur la consommation électricité des éclairages publics qui sont dans les mains des collectivités. Mais ça montre aussi qu'il y a une acceptabilité sociétale, l'étude le montrait très bien, pour ce type de gestes qui incite aussi plusieurs communes en France à aller vers plus de sobriété.
Merci. Alors, j'aurai une surprise pour vous tout à l'heure, après le déjeuner, parce qu'on a invité pour un témoignage un usager d'hier, devenu un éco-citoyen consommateur, et il est devenu plus spécialiste que nous tous sur sa consommation d'énergie. Je pense que ça va vous intéresser beaucoup. On voit à nouveau, vous faites référence aux éclairages publics, parfois des sujets un peu en conflit. On a vu dans le top 5 la sécurité, éclairage public la nuit. Moi, on m'a dit, ah mais oui, à Paris, il y a certaines rues où je ne passe pas parce que c'est plus éclairé, et j'ai peur. Donc on voit cette articulation entre le citoyen, l'entreprise privée, le public, où on doit forcément trouver des solutions, parce que la stabilité sur le sujet du changement climatique, peut-être à un moment donné, va aussi demander de donner plus de garanties en matière de sécurité. Parce que moi, je n'accepte pas que des jeunes femmes de 22 ans me disent « non, je ne passe pas dans cette rue parce que j'ai peur ». Je ferme ma parenthèse, mais c'est juste une illustration de la complexité de ces conflicting issues, en bon français. Et avant de passer la parole à Stéphane, j'aimerais bien entendre, et ensuite à Bettina, j'aimerais bien entendre Catherine, parce que c'est vrai qu'on va vers une électrification de l'économie, mais on a besoin de pouvoir rééquilibrer les choses. Et on oublie aussi que vous faites énormément d'efforts pour les gaziers en général et les GRDF en particulier sur le biogaz, sur le fait d'adapter ce produit vu comme encore trop comme une énergie fossile par opposition à l'électricité qu'on voit propre, parfois sans voir son origine. Alors comment chez GRDF, tu diriges toute la stratégie du groupe, vous voyez la situation sur le changement climatique et votre position dans le gaz? Je ne voulais surtout pas oublier ce grand sujet qu'est le gaz, Catherine. Oui, alors bonjour à toutes et à tous, et merci Myriam à nouveau de l'invitation, et merci, je voulais vraiment saluer le choix du thème pour ces universités d'été qui nous rassemblent là à La Rochelle, et qui met la question du consommateur et du client, et des personnes qui sont en fait en action sur les actes, et de poser cette question parce qu'on a... Comment on passe à l'acte? C'est ce que Monsieur le maire décrivait tout à l'heure. Toutes les questions sont complexes. Et comment on se met enfin en mouvement? Comment on va aller chercher de l'efficacité dans l'action? Comment on va aller chercher des résultats par rapport à ces objectifs qui sont aujourd'hui très consensuels, hein. Je pense que la bonne nouvelle, tu en citais beaucoup au début, j'en rajoute une, je me permets, c'est que je pense qu'il y a aujourd'hui un grand consensus d'acteurs publics, privés, etc., sur les chemins. Oui, il faut aller vers la sobriété, enfin pour ce qui concerne l'énergie. Hein. Oui, il faut aller vers la sobriété d'abord, ensuite l'efficacité énergétique, les gaz renouvelables, la décarbonation, etc. avec des angles effectivement qui ne soient pas que multi-enjeux, hein, les pensées systémiques, et éviter les pièges de rationalité limitée, comme disent certains sociologues. Donc je pense que ça c'est la bonne nouvelle, et la question c'est comment on fait. Alors, oui, il y a des options qui sont mises en débat politique. On entend, alors surtout en France, beaucoup le débat électricité, gaz, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que je le trouve absurde et que beaucoup mettent déjà en évidence les enjeux de complémentarité. On sait qu'il y a un chemin vers l'électrification. L'IAE le dit, sera 50% quelque part en 2050 en prévision. Mais c'est quoi les autres 50%? Et les autres 50%, on n'en parle pas vraiment beaucoup. Alors, donc merci d'ouvrir ce chemin. Puis je pense qu'on se retrouve beaucoup avec Enedis sur certains enjeux et sur cette façon d'aborder. Et je voudrais, moi, reprendre peut-être le sujet, vous présenter GRDF par rapport au thème, en fait, des universités. Donc GRDF, on est un peu le pendant, mais sans être tout à fait pareil que Enedis. Nous sommes un acteur d'infrastructure, c'est-à-dire que nous distribuons du gaz, aujourd'hui du gaz dit fossile, mais qui devient de plus en plus renouvelable, même si aujourd'hui c'est dans une proportion encore limitée. On est un acteur d'infrastructure qui achemine le gaz aux clients particuliers, beaucoup, en majorité, industriels, etc., qui le consomment. Et pour cela, en fait, on est GRDF au service
des collectivités locales à qui appartient le réseau de distribution. Donc c'est aujourd'hui un réseau d'infrastructures qui est un patrimoine public qui appartient aux collectivités locales. Et toute la question, c'est à quoi sert effectivement, comment agit ce réseau d'infrastructures au service des collectivités locales, au service des clients dits particuliers qui sont en fin de raccordement, au service des fournisseurs qui sont les principaux commercialisateurs aujourd'hui d'énergie, électricité, gaz et autres, au service de la transition écologique. Voilà. Et ce que je peux juste, puisqu'il y a 5 minutes d'entrée, c'est dire que moi, je travaille depuis effectivement 6 ans sur cette question-là, avec beaucoup de regards sur les politiques publiques, puisqu'on est très intervenant sur ce sujet-là, à la demande de l'État, mais aussi dans nos rapports avec nos différents clients, puisqu'ils se conjuguent des collectivités locales jusqu'aux clients particuliers, c'est qu'on voit quand même une nette évolution du rôle des acteurs d'infrastructure et de distribution qui étaient initialement perçus comme étant des acteurs techniques, c'est-à-dire on est là pour faire des prestations techniques, on va raccorder, on maintient le réseau, on investit pour la sécurité, etc. Donc on était vraiment très perçus comme des acteurs ayant des prestations techniques. Ça, c'est un socle, c'est notre socle et c'est notre mission première et on la réalise, elle sera tout à fait permanente. Mais dans le temps, ce que l'on voit, c'est une évolution qui nous a amené à évoluer nous aussi sur la façon sur notre stratégie. C'est-à-dire que toute la question, c'est se dire c'est quoi la raison d'être aujourd'hui d'un réseau, aujourd'hui de distribution de gaz en France, dans ce contexte de neutralité carbone, où on se dit quelle est la place des énergies, etc. On a mené toute une écoute au niveau de toutes nos parties prenantes, État, collectivités locales à qui appartiennent le réseau, etc. Et au-delà de dire on est là pour distribuer du gaz, la raison d'être qui a été fixée sur le réseau de distribution de gaz de GRDF, c'est agir pour donner le choix au plus grand nombre d'une énergie de plus en plus décarbonée, sûre, performante, abordable. C'est-à-dire, et je trouve ça très très important par rapport au thème, c'est de dire on est là pour apporter une solution. Et par rapport pour des acteurs économiques, qu'ils soient collectivités locales, industrielles ou autres, qui ont envie d'avoir le choix dans les solutions de décarbonation et qu'on ne leur impose pas un choix et qu'ils puissent avoir le choix entre différentes solutions de façon à pouvoir créer l'optimum le plus adapté par rapport à leur territoire. Et donc, voilà, c'est cette raison d'être qui nous a conduit effectivement à revoir derrière notre stratégie et notre modèle industriel, de passer d'un réseau de gaz, de distribution de gaz fossile vers un gaz de plus en plus décarboné, un réseau qui vient en flexibilité, en sécurité par rapport aux enjeux énergétiques, aux côtés de l'électricité et d'autres énergies, et qui nous a amené aussi à aller sur des terrains, mais je vais m'arrêter, et peut-être ce sera de projets très opérationnels pour tester comment, en tant que distributeur, on peut aller plus loin avec les clients, avec les consommateurs, passer à l'acte, rechercher l'efficacité sur des enjeux de réduction de consommation, de MDE, avec le comptage communicant, mais autres, sur les gaz renouvelables et sur la précarité énergétique, qui est aujourd'hui un très très grand thème sur lequel on a mené des expérimentations pour essayer d'identifier avec d'autres acteurs ce qui pouvait ou non marcher. Alors, vous voyez, ça vous surprend sans doute, mais le choix de cette table ronde ne s'est pas fait par hasard, parce qu'on a Enedis, GRDF et Stéphane avec Equans, donc vous allez nous parler dans un instant. On a des entreprises qu'on n'est pas habitué à citer parmi les entreprises qui ont un rapport direct B2C avec le client final. Et pourtant, sans infrastructure, eh bien, il est bien difficile de laisser cette notion de choix que tu viens d'introduire, c'est même impossible. Et quelque part, on se rend compte qu'on est de plus en plus dans une logique B2B2C. Elisa l'a très bien dit avec les compteurs Linky, avec les systèmes d'autoconsommation.
tu en parles aussi, et finalement on s'aperçoit qu'il y a un devoir d'éducation bien important parce que on est au niveau encore 0,5 de ce qu'on pourrait dire. Moi, quand j'entends encore les énergies renouvelables, c'est intermittent, ou le gaz, c'est pas bien, l'électricité, c'est bien, je me dis qu'il y a beaucoup de monde qui ferait bien d'être plus présent à nos universités, entre autres, pas que, mais on a vraiment besoin d'arrêter des oppositions absurdes. Je reprends ton mot, parce que la transition énergétique, c'est une affaire trop sérieuse, et cette lutte contre le changement climatique, pour en parler avec des propos aussi légers. Alors, merci à toutes les deux. Et Stéphane, donc, je vous mets dans la même logique. Alors déjà, vous allez nous représenter quoi? Parce que vous venez de changer de nom. Pourquoi? Et finalement, chez vous, le changement climatique et ce rapport aux clients B2B, B2B2C, comment vous le faites vivre? Quels sont un peu les bilans, les perspectives? Et merci d'être parmi nous à distance. Je sais que vous auriez aimé être là en physique et on aurait aimé vous avoir, mais voilà, on fait ce qu'on peut, on a des contraintes et on vit avec. Oui, désolé. Merci beaucoup, Myriam. Effectivement, j'aurais bien aimé être à La Rochelle comme l'année dernière. Je ne peux malheureusement pas être là. Mais merci néanmoins de me donner l'occasion de prendre rapidement la parole. Donc, Equans, effectivement, c'est une nouvelle branche d'activité complète au sein du groupe Bouygues, dans les métiers des infrastructures et donc dans la réalisation de tout ce qui est construction et services aux infrastructures, notamment aux infrastructures industrielles, digitales et énergétiques. Et donc notre métier, tout simplement, c'est par exemple de construire des fermes solaires, c'est d'accompagner les clients industriels dans leur transition énergétique en leur apportant des solutions technologiques. C'est un grand groupe, puisque voilà, c'est un groupe qui fait 17 milliards de chiffre d'affaires dans 22 pays dans le monde, avec près de 100 000 collaborateurs. Et donc, en fait, juste pour rebondir sur tout ce qui a été dit et qui a été très bien dit, mieux dit que je ne saurais le dire, effectivement, nous, on est très modestement et au quotidien un acteur qui contribue au changement par le fait qu'on réalise des travaux et qu'on accompagne nos clients dans la mise en œuvre de solutions qui effectivement visent à décarboner leur processus industriel, etc. Ce que je trouve très intéressant dans le thème d'aujourd'hui et par rapport à l'enquête qui a été menée, c'est que finalement, ce qui est aussi important, Myriam, je disais à juste titre, il ne faut pas caricaturer et ce qui est vrai aussi, c'est qu'il ne faut pas catégoriser, parce qu'en réalité, on parle du consommateur, mais le consommateur, c'est un salarié chez nous, et on en a beaucoup, on en a 100 000. Le consommateur, c'est aussi un fonctionnaire dans les grandes administrations. C'est aussi un électeur. C'est aussi un acteur engagé dans les associations qui luttent pour l'environnement. Et donc, en fait, moi, je trouve que le message positif et ce qui fait qu'aujourd'hui, des entreprises comme les nôtres sont dans le mouvement, c'est parce qu'il y a une convergence autour du fait que le consommateur est aussi un salarié chez nous et que dans nos métiers, notre principal enjeu, c'est de trouver les ressources qui nous permettront demain de continuer à exister. On est une entreprise sans chef de chantier, sans ingénieur, sans bureau d'études, sans ouvriers. Tout ce dont on parle n'existera pas parce qu'on ne sera pas capable de le mettre en œuvre. Or, j'avais évoqué l'année dernière le fait que notre principal sujet, c'est qu'on est dans une logique d'attrition importante. Donc, on a une démographie parfois assez préoccupante dans nos entreprises. Et donc, on a un grand besoin d'attirer des talents chez nous pour nous aider à poursuivre ça. Mais ces talents, ils viendront chez nous si et seulement s'ils sont convaincus comme consommateurs et comme citoyens qu'il faut faire changer les choses. Aujourd'hui, et on le voit de manière parfois assez virulente, les nouvelles générations qui arrivent dans les entreprises, elles décident d'aller dans des entreprises qui leur proposent un projet dans lequel elles arrivent dans lequel comprennent qu'il y a un alignement d'intérêts. Et donc, de grandes entreprises sont parfois confrontées de manière assez médiatique, d'ailleurs, à des étudiants qui leur disent non, je ne dirais pas bosser chez vous parce que je ne comprends pas votre stratégie d'entreprise. Donc,
cette pression-là, au-delà de la pression finalement réglementaire qui existe, au-delà de tout un ensemble de choses, c'est cette pression-là qui fait que les choses vont bouger avec un alignement d'intérêts de plus en plus... parce que les gens commencent à comprendre que c'est une réalité. Et donc, les gens, c'est des salariés, les gens, c'est des acteurs dans les administrations, les gens, c'est des électeurs qui décident de mettre, voilà, de changer les choses. Et puis, les gens, c'est aussi des clients hein, dans les entreprises. Et donc, tout ça conduit à un vrai alignement. Donc, moi, je suis un discours plutôt positif aujourd'hui parce que je vois les choses évoluer. On arrive à un stade vraiment où les choses bougent. On arrive à un stade où les choses bougent parce que la réglementation évolue, parce que les politiques évoluent, parce que effectivement nos clients nous demandent des solutions, parce que les gens qu'on recrute ne viennent chez nous que pour travailler sur ces sujets-là. Et donc parce que le consommateur, in fine, commence aussi à être conscient qu'il faut faire changer les choses. Donc je suis plutôt positif parce que de l'argent, il y en a. Les entreprises, elles investissent. Les grandes entreprises comme Enedis, comme EDF, comme GRDF, qui sont les gens qui produisent l'énergie, investissent massivement. Des entreprises comme Total investissent massivement. Alors on peut évidemment critiquer, mais enfin, ils sont aussi très acteurs dans le monde du solaire, par exemple. Et donc on voit qu'il y a des masses colossales d'investissements. La taxonomie européenne va de toute manière aiguiller de manière grandissante les investissements là où ils seront nécessaires. On a les technologies, on a des grands champions en Europe, en France, on a des grands champions de l'énergie. J'en ai cité quelques-uns. Des entreprises comme Siemens, des entreprises, enfin voilà, il y a des entreprises comme Schneider Electric, sont des entreprises qui sont capables d'apporter les technologies. On a des grandes entreprises et des grands champions. Alors, on en fait, voilà, il y a des grandes entreprises qui dans le monde de la construction et des services. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont réunies et on arrive au tipping point où on y cette pression, on va dire, aussi de la part de nos salariés, hein, qui sont les premiers acteurs de ce changement. Et moi, je vois qu'on avance aujourd'hui sur la décarbonation de nos activités, sur aller convaincre nos clients de changer, aussi parce qu'on a des salariés qui sont engagés dans le fait de le faire. Et donc, tout notre rôle, c'est d'ailleurs, on investit pas mal de temps là-dedans aussi pour faire de la pédagogie aussi vis-à-vis de nos salariés, qui demain sont des clients, qui sont des consommateurs. Voilà, et ça boucle la boucle. Donc, plutôt un discours positif, et c'est vrai que cette enquête, elle est rassurante de ce point de vue-là, parce que je pense que c'est ce qui va permettre d'embrayer. Voilà, et forcer tout le monde à agir. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, infrastructure et en même temps, ce côté humain indispensable, intellectuel, de compréhension et B2I, c'est-à-dire cet alignement de l'intérieur de l'entreprise vers l'extérieur. Bettina, moi j'ai l'impression, mais évidemment c'est important plutôt d'avoir votre impression, que la COP21 a marqué un tournant et comment depuis ça s'est développé par rapport à ce rôle enfin reconnu des entreprises, peut-être au même niveau, peut-être pas, que les États. Et en tout cas, cette articulation absolument nécessaire entre l'action publique et privée, Stéphane l'a rappelé, où sont les moyens. Raphaël nous l'a dit brutalement en disant « ni trop ni pas assez de croissance ». Je partage tout à fait ce propos, on en finira avec les gourous dans un sens ou dans l'autre. On a beaucoup de raisons à remettre au cœur du débat. Et on a des entreprises, des grandes, mais des petites aussi, des plus petites, des PME, des ETI dont on manque en France, qui vont s'engager dans l'industrie, peut-être la réindustrialisation. Quel est leur rôle dans ce débat sur la lutte contre le changement climatique et pour engager la société? Parce que c'est ce dont on a besoin, Bettina. Merci Myriam et bonjour à tous. J'allais dire vaste débat. Alors, pour les entreprises, elles ont été présentes dans les COP, certes avec une inflexion très forte à la COP 21, mais depuis Johannesburg. Johannesburg a été vraiment le tournant où les entreprises sont venues, ont commencé à s'exprimer, etc. Donc ça fait quand même plus de 20 ans maintenant et elles sont présentes d'ailleurs, elles sont présentes à la fois à l'intérieur des COP
et à l'extérieur, puisqu'elles organisent la plupart du temps des sommets et des rencontres internationales tout à fait passionnantes. Deuxièmement, moi, ce que je voudrais dire par rapport, et d'ailleurs au sondage et à l'étude, et par rapport à ce que tous les intervenants viennent de dire, c'est que ce qui me frappe beaucoup, c'est que aujourd'hui, personne ne travaille plus en silo. Alors, j'ai la chance d'avoir été avec d'autres à l'origine du comité 21 qui déjà avaient posé il y a 30 ans avec tous ces collèges que les entreprises, les collectivités locales, les associations, les universités et écoles, et nous avons un collège citoyen depuis 5 ans maintenant, tout le monde devait travailler ensemble. Et je pense que tout ça est de plus en plus important au niveau du territoire. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour saluer l'action de cette région qui a 2 énormes programmes en matière de développement durable, MOOC, peut-être démodé, mais enfin qui existent encore, au niveau de la transition, et surtout un à propos de l'adaptation au changement climatique. Ça a été le premier. Hein. Toutes les autres régions maintenant pratiquement en font, mais ça a été la première région à lancer ce programme. Mais on voit bien que, d'ailleurs avec ce qu'on appelle Impact France, etc., qui se déploie au niveau régional, on voit bien qu'au niveau régional, les entreprises et les territoires j'allais dire, fonctionnent ensemble. Ça a toujours été le cas d'ailleurs, mais au niveau de la décarbonation, au niveau de l'avancée par les PME. Alors ça va évidemment être renforcé par le fait que la transposition des directives européennes va arriver et que même si la date a été reculée, ce qu'on appelle la CSRD va évidemment aujourd'hui toucher les entreprises moyennes d'abord, petites ensuite, et que ce n'est pas simplement les grandes entreprises qui restent quand même, et moi je trouve qu'il devrait y avoir des sortes de parrainage, si vous voulez, de grandes entreprises à petites entreprises. Il y en a déjà pour leur apprendre, entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui sont quand même très démunis. Toutes les grandes entreprises aujourd'hui ont des services tout à fait importants. Avec évidemment la question de savoir où se trouve la gouvernance de la transition et du développement durable. Est-ce qu'elle est au COMEX? Est-ce qu'elle atteint le COMEX? Pas toujours, et ça je trouve que c'est un sujet immense. C'est encore balbutiant, et moi je prône vraiment avec certains, et en particulier avec la plateforme RSE, qu'elle devrait être au commerce et qu'il devrait très certainement y avoir un associé chargé de la transition. Alors, pour en revenir donc au COP, les entreprises sont importantes, parfois trop importantes. On l'a dit par exemple à Glasgow, où il ne faut pas non plus que les COP deviennent des vitrines entrepreneuriales. À Glasgow, ça a été vraiment contesté. Il ne faut pas... Alors là, nous avons évidemment un énorme problème à la COP28, puisque vous savez que c'est quand même dans un pays pétrolier, que tout ça, et Myriam, vous l'avez dit, dans votre exposé, se présente pas très bien, il faut quand même être honnête. Le G20 environnement s'est très mal passé, il n'y a même pas eu de communiqué. Hein. Il y a eu juste un relevé de décision, c'est la première fois. Et que, d'autre part, même si, au miracle, le fameux sultan est passé de l'expression tout à fait révolutionnaire que l'atténuation des émissions dues aux fossiles était inévitable, au miracle, puisque avant il disait que ça serait juste grâce à l'amélioration des technologies, etc. Eh bien, il n'a pas donné de date, et c'est d'autant plus embêtant, si vous voulez, que déjà l'année dernière à Sharm el-Sheikh, j'en profite pour vous taquiner, Myriam, je n'étais pas à Sharm el-Sheikh. Donc c'est fini, vous ne pouvez plus m'annoncer comme ça. Donc en l'occurrence, la fois dernière, il est absolument évident que on n'a pas parlé de ce qu'on appelle le rehaussement de l'ambition, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'ambition supplémentaire par rapport à ce qui était donné à Paris, hein, à la COP21, et que je ne vois pas très bien comment il y en aura cette année,
et je vois surtout, et ça, j'allais dire, c'est ce qui m'inquiète un petit peu le plus, je vois d'énormes différences, enfin, je vois deux choses qui m'inquiètent beaucoup, d'énormes différences dans la manière, dans le bilan mondial, les pays vont mesurer leurs émissions, c'est-à-dire que si vous n'avez pas un compte de la mesure absolument commun à tous les pays, on ne peut rien comparer. Ça, c'est un énorme problème. Et pour l'instant, il y en a qui ne font pas du tout d'efforts dans ce qu'on appelle la transparence et pour dire comment elles comptent. Donc ça, c'est la première inquiétude. La deuxième inquiétude, vous l'avez très bien dit dans votre exposé, c'est la géopolitique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même des alliances aujourd'hui où trois choses se cumulent. La vraie nécessité de continuer les fossiles pour nourrir les populations, je veux dire, il faut le reconnaître, hein, je veux dire, du Sud, pendant une transition qu'on espère courte, mais ça existe. Deuxièmement, les rejets d'un certain nombre de pays et de très grands pays envers l'Occident, et surtout toute la montée très très importante à Sharm el-Sheikh de la responsabilité des pays du Nord envers les pays du Sud. Et on voit bien que cette thématique est très dangereuse parce que, en tout cas pour les finances des pays du Nord et les finances des organisations internationales, parce qu'à partir du moment où il y a reconnaissance de la responsabilité, eh bien la dette vient immédiatement. Et le problème de la dette du Nord par rapport au Sud arrive. Et autant moi, je suis à fond pour ce qu'on appelait dans le temps, ça s'appelle toujours comme ça, d'ailleurs, je crois qu'on n'a pas trouvé de mots, les conversions dette-nature. C'est-à-dire que si un pays s'engage avec vérification à baisser ses émissions, à, si vous voulez, être meilleur dans sa conservation de la biodiversité, que le FMI, que la Banque mondiale d'une part les aide et que le FMI d'autre part baisse leur endettement, ça je trouve ça extraordinairement vertueux et remarquable. En revanche, le fait de dire vous avez une telle dette que vous devez payer l'ensemble de notre décarbonation, bon, ça ne sera pas tenable pour le système international et ça c'est un vrai sujet. La troisième, évidemment, sujet d'inquiétude, ça je pense que tout le monde le sait, c'est que nous sommes en guerre. Voilà. Alors, je voudrais, si j'ai encore une minute, je ne sais pas, j'ai pas compris moi, mais alors c'est formidable. Je vous promets que je ne fais pas semblant d'avoir pas compris. Donc, ce qui me frappe beaucoup dans l'étude qui a été faite, c'est qu'elle a été tellement bien racontée par la personne qui nous la relatait, que nous avons eu une impression, je trouve, un peu, pardonnez-moi, un petit peu optimiste de ce sondage. Moi, je vois deux inquiétudes importantes, et ce n'est pas mon passage hier au MEDEF qui va me rassurer. Premièrement, oui, il y a presque 48% des Français qui mettent le changement climatique en priorité principale. Excusez-moi, mais ça veut dire que ça, pour 52 ans, ce n'est pas la priorité principale. C'est peut-être la troisième et la quatrième, mais ce n'est ni la première ni la deuxième. Et ça, c'est très, très important parce que vous avez de plus en plus aujourd'hui... C'est terrible. J'ai demandé la permission, mais pardon. Je vais terminer très vite. Vous avez de plus en plus vous avez une montée en ce moment d'interrogations sur le trop de normes, c'est peut-être vrai, il faut peut-être les simplifier, sur le fait qu'on ne parle que de ça. Par exemple, vous avez une montée contre la météo de France 2 qui parle de climat. Vous voyez, beaucoup de gens vous disent « Ah, mais c'est anxiogène, etc. » Donc ça, c'est la première préoccupation. La seconde, c'est que vous avez aujourd'hui tous les phénomènes en même temps. C'est ce qu'on a appelé la complexité, etc. Et comme à chaque fois, et comme Jean-Pierre Dupuis, le philosophe, l'avait très bien dit, parce qu'en fait, nous y sommes aujourd'hui. Hein, on le voit bien, vous l'avez parfaitement marqué cet été. Vous avez une espèce de sidération. Et avec cette sidération, vous avez à la fois tout et son contraire, c'est-à-dire des avancées extraordinaires, en particulier par la prise de conscience et les actions des entreprises et par l'avancée des technologies,
et en même temps, une espèce de petite musique du à quoi bon, parce qu'on se rend compte que les phénomènes géophysiques vont plus vite que les mesures, et je pense que ça, c'est aujourd'hui le cœur des 10 prochaines années. Merci. Alors peut-être juste pour chacun, l'exemple marquant que vous avez envie de donner qui caractérise votre entreprise, parce qu'on a envie de raconter plein de choses, mais le temps tourne. Alors, Elisa, vous, votre exemple, vous parliez de formation. Oui, alors effectivement, on a parlé, enfin l'étude parlait de éco-anxiété des jeunes. Et je suis persuadée en fait que quand on est éco-anxiogène, la meilleure manière de combattre ça, c'est d'être en position d'agir. Et donc pour les jeunes, c'est de rejoindre les métiers de la transition écologique. Donc si je prends les chiffres de l'ADEME, c'est 1 million d'emplois qui vont être nouveaux emplois qui vont être créés d'ici 2050. Donc il y a de la place, il y a des opportunités. Et si je reviens à Enedis, ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est de créer ce qu'on appelle les écoles des réseaux pour la transition écologique. Parce qu'on est persuadé que pour la transition écologique, en tout cas chez Enedis, on a besoin de tous les talents, du CAP au bac plus 5, notamment des électrotechniciens et électrotechniciennes. Et donc ces écoles des réseaux ont la vocation dès la classe de première, dans certains lycées de bac professionnel, de consacrer 30% de leur temps au métier des réseaux. On a créé, c'est une initiative globale avec toute la filière, notamment le réseau de transport d'électricité. Et le but, c'est après d'embaucher ces jeunes dans ces filières, augmenter le nombre d'embauches et puis avoir des compétences. Donc concrètement, 40 classes vont être créées dès la semaine prochaine, dès la rentrée prochaine, et on attend 25 autres à la rentrée de 2024. Donc aujourd'hui, créer nous-mêmes les compétences dont on aura besoin demain pour accomplir nos missions. Bravo, j'espère qu'il y a un ministre de l'Éducation qui nous écoute. Catherine, un exemple c'est en partenariat avec l'Éducation nationale. Bon, donc évidemment, on ne rentre pas dans les... L'articulation public-privé, super. Alors, un exemple, peut-être rapidement, moi je suis, et pour rejoindre comment mettre en mouvement les acteurs et comment effectivement gagner des projets, moi j'ai constaté sur le développement des gaz renouvelables, donc c'est un nouveau gaz, une nouvelle énergie renouvelable qui arrive, dont on a souvent parlé. Verte, voilà. Partager avec vous le fait que, bon, c'est plein de dynamisme. Les endroits où ça marche, c'est les endroits où, effectivement, il y a ces logiques multi-acteurs, de concertation, etc., et où les gens ressentent des bénéfices, c'est-à-dire où il n'y a pas de dissociation entre la motivation d'un maire qui mouille la chemise pour accueillir un site, par exemple, de production de gaz renouvelable, le producteur de gaz renouvelable qui trouve les conditions au niveau du territoire pour installer bien et développer dans la durabilité son installation, et les consommateurs, qui sont entreprises ou particuliers, qui ont la capacité d'accéder en fait à cette énergie locale près de chez elles. Et en fait, je crois beaucoup à cette mise en mouvement par l'intérêt et pouvoir être associé à un bénéfice d'une solution décarbonée qui peut, quand elle est mise en œuvre, monsieur le maire le rappelait, être identifiée comme un truc contraignant en disant oui, mais ça pour les autres et pas pour moi. Mais c'est de voir quel est le bénéfice qui soit écologique, mais au-delà de l'écologie aussi, économique, social, de mise en réseau, etc. Et donc, j'insiste sur ce point-là parce que les logiques de boucles circulaires, multi-acteurs, que ce soit dans la production des solutions ou dans la consommation de ces solutions, est très importante et que les politiques ont parfois tendance à segmenter les choses. C'est-à-dire, on va produire là parce que c'est bien, mais finalement, si on produit ce qui sera produit là, on va le réserver à la consommation à des milliers de kilomètres parce qu'on pense que ça sera plus efficace à des milliers de kilomètres. Mais donc, coopération, synergie, gouvernance locale, et puis ce territoire, cette décentralisation. Voilà. Bien sûr, et les infrastructures en boucle locale. Stéphane, un exemple pour vous, l'exemple marquant chez Equans?
Et après, je laisse... Un exemple marquant, c'est l'année dernière, on a toujours dans cette logique de dire ne soyons pas que top-down mais bottom-up, et ça, je pense que c'est assez illustratif de cette démarche d'entraînement. On a lancé sur un périmètre, sur mon périmètre de responsabilité, un concours qui s'appelait Décarbonation, dans lequel on a dit, écoutez, vous les équipes, on va faire un concours pour que vous nous présentiez les solutions innovantes que vous avez développées avec vos clients sur des sujets pratiques de décarbonation. Et c'était un peu une bouteille à la mer, puisque en dehors des grandes actions stratégiques qu'on a lancées, on n'a pas toujours de visibilité sur les toutes petites choses qui se créent de ci, de là dans des grandes organisations. Et je pense que le résultat était assez bluffant, parce qu'on a découvert tout un ensemble de choses. On avait une soixantaine de dossiers qui ont été remis, des idées extrêmement étonnantes, très positives. Et ça a été pour moi un déclencheur de cette démarche qui consiste à dire, voilà, on a aussi beaucoup de salariés qui sont des acteurs de changement au quotidien. Donc des collaborateurs contributeurs avec une démarche d'open et d'innovation. Et je pense que ça crée, à l'échelle d'une organisation qui fait 100 000 personnes, on peut comprendre que ça crée un effet d'entraînement extrêmement important et un dynamisme formidable. Et du coup, ça crée aussi les conditions de se dire dans nos entreprises, comment est-ce qu'on peut communiquer sur ces sujets-là? Et c'est en mettant en avant les champions. Voilà. C'est de la communication des positive. Rôles modèles, voilà. Des rôles modèles et du peer-to-peer learning. Super, merci Stéphane. Alors, chez EPE, l'exemple qui t'a marqué, Claire? Un exemple qui est très important, qui est la publicité. Là, après tout, on est sur le comportement des consommateurs. Les entreprises sont responsables de ce que veulent les consommateurs par la publicité. Elles forment les désirs, elles forment la représentation de ce que c'est qu'une bonne vie. Et on a engagé depuis 2 ans chez EPE un travail avec les directions de com des membres, du luxe, de l'énergie, du transport, d'Air France, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait évoluer les besoins et les désirs des consommateurs tout en restant compatible avec la croissance? Comment on fait évoluer les aspirations? Et on a déjà publié un guide que je recommande à tout publicitaire qui circule dans les écoles de formation de créatifs, dans les médias, dans les agences, etc., sur représentation des modes de vie et transition écologique. Comment on montre qu'une vie écologique, plus verte, moins impactante, est agréable, sympa, attractive, etc. Comment on fait envie? Donc, on est dans ton approche de positive et faire envie. Faire envie, donner envie. Alors, Raphaël, ce soir, débriefera un petit peu avec moi. Les messages clés, Raphaël, beaucoup de choses ont été dites, hyper intéressantes. Donc, si le maître des horloges me laisse combien? 4 minutes? On a commencé 5 minutes en retard. Allez. On y va parti? 3 minutes. 3 minutes. Okay, 3 minutes pour Raphaël, mot de la fin. On va redonner 3 minutes à Raphaël, vous avez demandé, et on enchaîne tout de suite après. Alors, vas-y, Raphaël. Très rapidement, la première chose, c'est qu'il y a déjà des pays qui ont ouvert la voie à un découplage entre croissance économique et émissions de gaz à effet de serre. Découplage absolu, pas découplage relatif. Deuxième chose, il n'y a pas de transition écologique sans industrie décarbonée, et il n'y a pas d'industrie décarbonée sans politique industrielle. Il n'y a pas de politique industrielle sans subvention. Il ne faut pas subventionner des industries américaines ou chinoises, il faut subventionner l'industrie européenne, quand on parle de la Commission européenne. Troisième point, il n'y a pas d'opposition et de concurrence entre les politiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Ce sont des politiques complémentaires. Et enfin, toute transition écologique a besoin d'une jambe environnementale, évidemment, mais aussi d'une jambe sociale. Si la fiscalité environnementale n'a pas fonctionné en France, ce n'est pas parce que l'outil est mauvais, c'est parce que la méthodologie était mauvaise. Il fallait baisser d'autres impôts et d'autres charges pour que ce soit neutre en termes de prélèvements obligatoires pour les ménages et pour les entreprises. Comme ça n'aurait pas atteint la compétitivité des entreprises, ni le pouvoir d'achat, et on n'aurait pas opposé fin du mois et fin du monde, alors que cette opposition, en fait, on peut la dépasser. Et dernier point, si vous prenez 1 kWh d'électricité à partir du solaire versus à partir du charbon, c'est comptabilisé de la même manière par le PIB. Donc le PIB est un mauvais indicateur. Il y a d'autres indicateurs comme l'IDH, indice de développement humain, qui sont plus adaptés. Et donc le problème, ce n'est pas la croissance économique, c'est la croissance carbonée sur un indicateur qui ne tient pas compte des externalités. J'ai fait au plus vite possible. Super. Merci. Merci à tous. Et on va laisser. Merci beaucoup pour ces témoignages.
Et puis, on va rejoindre nos places et on va accueillir Franck Bruno avec la nouvelle session. Merci infiniment et pour votre sens de la synthèse et tout ce qu'on a pu comprendre en très peu de temps.